Salam alaikum. Les conséquences directes du dernier scrutin présidentiel entaché d'irrégularités graves, auxquelles viennent se superposer les différentes crises sociales, économiques et régionales, ainsi qu'un passif de 10 années de sang et de feu, dont le règlement juste et équitable est sans cesse reporté, et la crise de mobilité, c'est-à-dire l'immobilisme, du pouvoir en place qui voit en ce statu quo, c'est-à-dire l'immobilisme, la seule attitude qui ne risque pas de chambouler ses certitudes. Son pouvoir, aussi fragile qu'une toile d'araignée. Une autre cause vient se greffer à cette situation. Le soutien des puissances étrangères, ennemies, je dirais, fait que les richesses du peuple algérien vont dans la caisse de ces puissances. Après la souveraineté déjà perdue, et qui reste un vain mot après le survol de l'aviation française de notre territoire en toute liberté, l'aviation militaire. L'élection du 17 avril 2014 a été une nouvelle occasion pour le pouvoir de faire usage du financement. L'argent des contribuables a été utilisé pour soutenir à nouveau une confusion électorale. Les responsables et des entrepreneurs ont été mis à contribution, ou du moins ont été sommés de contribuer à cette campagne que le président n'a pas faite. Et gare à celui qui ne paye pas. Alors voilà, à payer par l'incendie de l'usine Samsung. D'autres par des redressements ou des blocages bureaucratiques. Le soutien de l'Union européenne et des USA n'est pas négligeable. C'est même le seul paramètre que le pouvoir prend en ligne de compte. Une police en sureffectif. C'est auxquels vont s'ajouter cette année, selon la déclaration du ministère de l'Intérieur, 40 000 postes non productifs pour la répression. 40 000 postes pour le ministère de l'Intérieur vont être créés cette année, juste pour réprimer. Alors ils sont capables de réprimer le peuple. Déjà que la police est en sureffectif, et ces 40 000 viennent s'ajouter à ce sureffectif pour mater le peuple, pour mater n'importe quelle révolte populaire, pour peu que l'Occident ferme l'œil. Une armée puissante à l'appui, garante de la continuité du système et son maintien. La crise politique en Algérie est bien la conséquence de cette fâcheuse absence de vérité des urnes, imposée depuis 62 citoyens déchus de sa citoyenneté. Le citoyen est déchu de sa citoyenneté depuis 62. Bon, des voix d'observateurs européens libres des citoyens en Algérie ont relevé le niveau important d'imperfection durant les élections. Fraude, liste électorale non mise à jour, vote des corps constitués à l'intérieur de leur caserne, partialité de l'administration, sont tous des facteurs qui ont fait dire à ces observateurs libres à l'unanimité que les élections sont irrégulières et ne permettent aucune expression populaire relativement libre. Pour couronner le tout, le 17 avril, ils ont décliné l'invitation. Les observateurs étrangers ont décliné l'invitation pour le 17 avril, sachant que
Le président ne s'est même pas prononcé sur sa candidature, n'a même pas fait de campagne, et il se retrouve président. Jamais salat fil alam kamel. Par conséquent, l'Algérie n'a pas de président légitime. D'ailleurs, elle n'en a jamais eu. Il est donc impossible de déterminer de manière crédible le véritable paysage politique. Les résultats compilés de manière non contradictoire, annoncés unilatéralement par les institutions électorales instrumentalisées par le pouvoir, sont loin de refléter le choix des électeurs, ce qui rend impossible les alliances intelligentes entre les partis politiques. La mise en scène soutenue par la force militaire, le clientélisme institutionnalisé, les différentes commissions électorales nationales, entre guillemets, indépendantes, désignées par le pouvoir même, sans que les partis n'aient un mot à dire, le rôle du Conseil constitutionnel, devenu une boîte à approuver, quand ce n'est pas une boîte muette, les remontrances à une boîte pour approuver les remontrances du pouvoir en place. L'annonce par procuration de la candidature du président est légitime. La prestation de serment ajournée en dehors de toute légalité constitutionnelle illustre la réalité d'un scrutin dévoyé et ne peuvent cacher le malaise sociétal qui en résulte. Le pouvoir politique perpétue une démocratie de façade, ce qui n'est rien d'autre qu'une véritable démocratie de la honte. Dans ce pays où mauvaise gouvernance, l'arbitraire et l'incompétence sont érigés en valeurs cardinales de la République afin de prolonger pour 5 ans un règne fondé sur une gouvernance économique catastrophique. Pour l'instant, les marches et contestations du peuple et de la diaspora n'ont pas encore eu raison de l'abus de pouvoir systémique. Un système de délation et de migration politique se met en place, alimenté par l'envie de certains de grossir les rangs du système clientéliste. Tous ceux qui s'y aventurent sont prêts à perdre leur âme, autant que toute valeur éthique ou déontologique, et s'abrite derrière une fausse naïveté pour faire croire qu'il est possible de changer le système du dedans. En réalité, les gens choisissent le camp de la contre-vérité des urnes, consciencieusement et consciemment. Le choix fait par la femme saïdienne bouteflirienne de reconduire son dernier Premier ministre spécialiste et collectionneur de bourdes grossières sans aucune autorité, et avant lui l'invalide autoproclamé monarque de la dynastie alaouite, est un signe très fort de verrouillage politique et marque sa volonté de perpétuer une gouvernance aux antipodes de la démocratie. Le témoignage de cette volonté est attesté par les manœuvres en cours où rupture et changement restent synonymes de statu quo. Des moyens colossaux sont dépensés pour des campagnes de communication destinées à faire oublier les graves irrégularités des élections, invalidantes en termes de légitimité et qui plus est reconduisent un invalide des invalides. On ne peut exclure, semble-t-il, le recours à la corruption pour déstabiliser certains partis politiques, soit par le haut, soit en instrumentalisant certains de leurs adhérents ayant choisi la trahison. Le poids et les arguments de ce système ne peuvent qu'intimider les plus vulnérables. Les transhumances politiques en cours dans certains partis politiques et la partition de certains autres sont de nature à affaiblir leur unité
surtout lorsque le principe de choix démocratique des candidats à la candidature fait encore défaut. Il n'y a plus d'autre choix que d'accepter la contre-vérité des urnes ou alors choisir de continuer le combat pour la vérité des urnes. Le peuple doit prendre conscience qu'il peut choisir une autre voie, celle de la vérité des urnes, et l'imposer par la force inébranlable de sa détermination, et alors seulement il pourra faire taire les divisions qui pourraient naître jusque dans la cellule familiale. Cette démarche est salutaire car l'Algérie ne peut se construire ni sur la base du mensonge, ni sur celle de la division, et encore moins du silence coupable. Parmi les acteurs politiques, opérateurs économiques, dirigeants des institutions, représentants des organisations de la société civile, aucun, en raison de son expérience personnelle ou en se référant à la mémoire collective, ne peut se prévaloir d'une méconnaissance de cette situation, ni justifier la force d'inertie généralisée qui affecte le corps social dans son ensemble. Chacun connaît la vérité, autant que les causes du malaise algérien, mais nul officiel n'accepte de le dire et de l'assumer publiquement. Chacun sait qu'un clan très minoritaire de la population gouverne le pays sur la base exclusive de considérations claniques élargies à un cercle militaro-politico-mafieux. Ce facteur déterminant empêche notre pays d'accéder à l'indispensable cohésion sociale qui conditionne le développement d'une nation. Ceci dit, sociaux, militaro, politico-mafieux. Ceci a été démontré, et c'est le pouvoir lui-même qui l'a démontré avec l'arrestation de plusieurs hauts responsables ayant trompé dans l'affaire de la cocaïne et bien sûr beaucoup d'autres affaires louches. Les voix porteuses du message de la religion et du vivre ensemble, des droits syndicaux, politiques et sociaux sont mis en sourdine par la force d'un appareil répressif et judiciaire surarmé et en sureffectif. Ils ont peur. Pourquoi? Peur de quoi? Pour le pays? Pour le peuple? Bien sûr que non. Ils ont peur de la justice populaire, peur pour leur famille et les fortunes illégales amassées à l'ombre de la corruption généralisée. Pour l'honneur, il faut repasser. La violation permanente des principes démocratiques permet à la nomenclatura d'asseoir une gestion patrimoniale et une mentalité de rentier qui conduit à piller le pays sans d'ailleurs créer des richesses nouvelles, plongeant ainsi la population dans une grande détresse. Le pays est riche des productions de son sous-sol, de son agriculture, de ses infrastructures, dispose de revenus dont le montant ne se trouve pas à l'identique dans le budget de la nation, profondément diminué par le refus de redistribution et vraisemblablement la culpabilité de ses dirigeants. La faune prédatrice s'est arrogée un droit de suggestion permanent et inaliénable sur les Algériens et sur la richesse de la nation, qu'ils gèrent en bien privé et non dans l'intérêt collectif. Les dysfonctionnements récurrents au sein de tout l'appareil de l'État, l'absence de séparation des pouvoirs caractéristiques primordiales de notre pays sont encouragés par le silence de certaines élites qui équivaut de fait à laisser faire, un silence complice, mortel pour l'avenir de l'Algérie en tant qu'État-nation. La question des droits de l'homme recouvre de manière incontestable une dimension historique inséparable de leur caractère universel. Ainsi, en Algérie, l'impunité a toujours été magnifiée et encouragée dans le seul but de maintenir en place les tenants du pouvoir. Ce faisant,
Les racines de la discorde nationale plongent très loin dans le temps. Cette particularité, due à la construction historique, ne saurait être écartée dans une véritable entreprise de retour à la confiance entre les dirigeants et le peuple. Une réconciliation dans le cadre d'une commission vérité et justice sont d'une nécessité insistante, sous peine de laisser perdurer et aggraver les causes qui ont empêché jusqu'ici le développement harmonieux de notre nation. Le président sortant, auto-investi, a montré dans la durée qu'il n'éprouvait aucun engouement pour affronter la réalité des faits historiques et assumer le poids de ses propres responsabilités. Pour rendre compte en toute transparence de sa gouvernance, les autres cadres en font de même. C'est dans l'ordre naturel des choses. Parce que certains dans les institutions de souveraineté ont délibérément choisi de se taire, le peuple algérien se retrouve avec un système qui lui dénie son autodétermination. Ce n'est pas de cette manière que ce peuple pourra reconstruire une société de confiance. Les citoyens sans armes veulent faire avancer l'exigence du droit à la vérité des urnes et sont loin d'accepter l'idée d'une démocratie falsifiée et au rabais. Pourtant, la lumière n'a jamais été cachée par les ténèbres. Au-dessus des partis politiques, les mouvements d'opposition non reconnus par ce pouvoir ont fait le choix de rester à l'écoute du peuple et de ne pas se taire, et d'empêcher les tractations et conciliabules faites sur le dos de ce peuple. Il s'attache fermement à le convaincre qu'il doit se rendre à l'évidence, qu'il est seul pour mener le combat pour la vérité des urnes. De sa capacité de mobilisation interne dépend l'amélioration de sa condition. Malgré tous les obstacles dressés devant lui, en continuant pacifiquement son combat contre la République du mensonge et de l'abus de droit. Une frange importante de la population garde son espoir et est à l'écoute, et nourrit l'espoir qu'il est possible, grâce à un élan républicain, dans un avenir très proche, de faire reculer le népotisme, faire triompher l'éthique et les valeurs de la démocratie. Le peuple doit se mobiliser dans une coordination pour surveiller les urnes et vérifier les listes électorales. Elle devra regrouper les Algériens de tous bords et s'imposer comme acteur incontournable dans cette lutte pacifique. Et je pense que c'est là le meilleur moyen de reconquérir notre souveraineté sans faire couler de sang, dont sont avides les tenants du pouvoir. Elle appellera l'ensemble des partis politiques, des associations, de la société civile à contribuer à l'avènement de ce processus, seule voie alternative pouvant conduire à la paix et au retour de la confiance. On ne prétend nullement détenir la vérité, au contraire, mais on est persuadé d'en porter au moins une part. Nous apportons l'éclairage de l'analyse objective et tentons d'organiser et de sensibiliser des forces populaires qui auraient facilement rejoint des mouvements non pacifiques. On s'inscrit donc fondamentalement dans une dynamique pacifique. Pour résoudre l'actuelle crise politique profonde, il y a lieu d'ouvrir les perspectives d'une nouvelle phase transitoire, d'élaborer sur des bases de transparence et de vérité des urnes une feuille de route sous forme de charte de refondation de la démocratie. À partir du recueil d'avis pluriels de citoyens et auprès de la diaspora, nous avons relevé quelques propositions émises par les citoyens, toutes tendances confondues. Elles pourraient bien sûr faire l'objet d'un enrichissement en vue d'obtenir un consensus aussi large que possible. La création du Conseil de dialogue national, créer une autorité indépendante et consensuelle sur le suivi, la mise à jour des fichiers électoraux et l'organisation des élections qui aura une souveraineté totale durant l'exercice de ses missions. La constitution d'un conseil présidentiel chargé du rôle de la présidence pour une durée maximale d'une année
Ce Conseil annoncera un ensemble de mesures à même de rassurer les citoyens et les États qui ont des relations avec notre nation. Les mesures sont les suivantes. Dissolution des 2 chambres parlementaires de tous les partis et les associations financées par le Trésor public. Organiser des élections pour une assemblée constituante qui remplacera la PN. Elle sera l'assemblée constituante, aura pour mission la rédaction d'une nouvelle constitution républicaine. La constitution devra être d'essence démocratique et sociale dans le cadre de nos valeurs civilisationnelles. Elle consacrera la séparation des pouvoirs et la souveraineté de la justice, l'égalité et les libertés individuelles et collectives. La nouvelle constitution sera soumise au référendum populaire. L'organisation des élections présidentielles en vertu de la nouvelle constitution et l'organisation des législatives et locales. Le gouvernement transitoire devra s'appuyer sur les compétences nationales pour élaborer une feuille de route post-élection qui devra avoir l'aval de l'Assemblée constituante et l'appliquer. Les mesures de détente que devra prendre le Conseil présidentiel. Premièrement, mesures pratiques. Libération de tous les détenus politiques. Cette mesure est un préalable qui doit intervenir avant le démarrage de tout processus de discussion et de négociation. Cette libération s'accompagne également de l'abandon immédiat de toute poursuite judiciaire pour des motifs politiques ou d'opinion. Le rôle du Conseil du dialogue national. Le Conseil du dialogue national, formé de personnalités indépendantes et reconnues pour leur probité, aura pour mission d'élire en son sein les membres du gouvernement provisoire et le Conseil présidentiel. Et, afin d'éviter les ingérences et les pressions, le lieu des travaux devra bénéficier de toutes les conditions de sécurité et sera ouvert à la couverture médiatique dans les temps, sans aucune restriction. Ceci pour donner un gage d'ouverture d'une nouvelle ère dans la pratique politique et impliquer plus le citoyen dans la gestion de son avenir. Le Conseil aura le pouvoir de convoquer les divers acteurs ou experts qu'il jugera utile à la poursuite de ces travaux dans un cadre consultatif. Il sera dissous à l'adoption des règles définissant les prérogatives des instances provisoires qu'il est chargé de constituer. Les délais accordés aux travaux de ce Conseil seront de 30 jours et un délai supplémentaire de 10 jours après une pause de 10 jours lui est accordé pour l'étude des réserves éventuelles et la validation des travaux après examen des requêtes éventuelles. Les résultats et recommandations du Conseil sont en toute transparence mis à la disposition du public. Tout citoyen a droit d'émettre des réserves objectives sur les choix des hommes qui dirigeront les institutions exécutives provisoires issues des travaux du Conseil du dialogue national. Les exécutifs ainsi élus au sein de ce Conseil pourront prendre leurs fonctions respectives et entreprendront l'application de la feuille de route établie par le Conseil dans son volet électoral avec le respect des détails et garantie d'élections transparentes. L'adoption par le gouvernement de cette feuille de route est définitive. Les modifications ne peuvent intervenir que sur convocation de ce même Conseil, seul apte à les réviser. L'organisation d'un recensement général intégrant la diaspora est une nécessité fondamentale pour établir une nouvelle liste électorale. Et une liste électorale sera établie avant toute élection. Une nouvelle liste électorale. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار من تحيا الجزائر. Nous essayons par ces interventions diverses d'apporter notre part de participation dans la vie politique et d'apporter
de nouvelles idées sur le terrain, des idées toujours qui ont pour objectif d'amener le pays à une transition démocratique, civilisée, pacifique. Et ce n'est pas la première fois que nous apportons ces propositions ou que nous faisons ces lectures de la situation politique, toujours en donnant. On ne dessine pas un tableau noir de l'Algérie ou de la situation politique en Algérie sans en détenir certaines solutions. Du moins, nous proposons toujours, après avoir fait un constat, nous proposerons toujours le remède, la solution. Ce n'est pas la première fois que j'ai intervenu pour parler des problèmes de l'Algérie, pour parler d'une période transitoire, pour parler des voies et moyens de la prendre en charge, pour parler des institutions qui devraient être provisoires mais qui devraient être instaurées ou installées pour préparer cette transition dans le calme, la lucidité et la sincérité bien sûr, et aussi pour recouvrer la souveraineté nationale qui est surtout populaire. Une souveraineté populaire ne peut être perdue sauf par une guerre. Donc, si le peuple recouvre sa souveraineté aujourd'hui, la souveraineté de l'Algérie et la valeur de l'Algérie entre les nations reviendra automatiquement. Le respect reviendra parce qu'il y a derrière un peuple qui décide et non une bande de voyous. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.